En guise d'introduction, merci de m'avoir invité pour ce séminaire. Toujours plaisir de parler des résultats de l'enquête et de l'Observatoire Rapace. Donc voilà, oui, ça s'affiche. Donc je vais vous présenter comment sont analysées les données. Quand on regarde l'évolution des analyses pour cette étude, ça s'est fait en fait en 3 phases. Et la première phase, c'était l'enquête Rapace diurne, donc en 2000-2002, qui a donné vraiment, de par son ampleur et son amplitude spatiale et le nombre de personnes impliquées, a été vraiment le moteur et le déterminant très important pour lancer la chose. Ensuite, on a une phase de suivi ça a permis de faire un état des lieux, en fait, l'enquête Rapace diurne. Il y a une phase de suivi pour essayer de suivre les tendances avec la mise en place de l'Observatoire Rapace diurne. Et devant la qualité des données et les choses qu'on pouvait en faire, en résulter, nous avons décidé, conjointement avec la LPO, au CNRS, nous avons décidé d'octroyer une thèse pour analyser ces données d'une manière plus robuste et statistiquement plus pertinente, donc avec la thèse de Kevin Lorest. Donc historiquement, l'enquête Rapace, vous avez vu un peu ce qui se passait. Elle était calquée, en fait, point de vue pratique, sur les centres des carrés des cartigènes au 25 millième, les séries bleues. C'est pour ça qu'on parlait souvent de cartes et de carrés. Et c'est pour ça aussi que ce découpage était un peu orthodoxe par rapport à d'autres dispositifs. Mais ça a permis d'avoir une couverture nationale avec 2007 carrés au total. Et on a fait donc un appel à bénévoles. La LPO a pu mobiliser ses réseaux, les réseaux locaux aussi d'ornithologues, d'autres associations. On a pu avoir 1700 observateurs sur le terrain, ce qui est vraiment énorme. Et ça a permis d'accumuler des indices de nidification pour compter en fait le nombre de cantonnements. Ce qui nous intéresse, contrairement à d'autres études où on fait par exemple des comptages individuels, là, les rapaces étant des espèces à faible densité et souvent assez discrètes, et de surcroît très sensibles aussi, on ne va pas rechercher un nid à tout prix, par exemple, ça pose des problèmes de dérangement. Donc on était intéressé par collecter les données au fil de la saison de reproduction pour aboutir à un nombre de cantonnements. Donc on comptait au final sur la saison, on intégrait toutes les données et le rôle du coordinateur local est vraiment très important pour aboutir à une synthèse du nombre de couples possibles, probables et certains. Donc l'accumulation des observations sur la saison permet d'aboutir à ce chiffre-là. Et dans la première phase de l'étude, certains observateurs notaient le temps qu'ils avaient passé à prospecter. On avait cette info pour 25% des carrés. On estimait que l'idéal était de passer au minimum 25 heures. C'est évident de la difficulté du carré, son accessibilité, le nombre d'espèces aussi, la densité. Mais on estimait qu'il fallait passer un minimum de 25 heures sur un carré. Donc au final, sur l'enquête Rapace, donc en 2000-2002, il y a eu plus de 1200 carrés qui ont été invertoriés. Vous avez ici à droite la carte, tous les carrés qui ont été invertoriés, et en vert, c'est la carte des possibles. Donc ça a donné lieu à la parution du livre, donc en 2004, je crois. Et les analyses derrière, pour produire les cartes du livre, on a travaillé sur une analyse, on va dire, qui est assez basique. C'est l'analyse de crigeage. Donc c'est un lissage spatial, donc d'une densité, du nombre de couples cumulés possibles, probables, certains par carré, donc pour 25 km². Et on a abouti ensuite à une interpolation sur une grille théorique qui couvre toute la France. Et pour obtenir un effectif, on fait tout simplement la somme des cartes, la grille théorique. Donc on fait une prédiction sur chacune des mailles de cette grille théorique de 5 par 5. Et on obtient donc, en faisant cette somme, on obtient une taille de population nationale. Pour obtenir une fourchette, donc un intervalle de confiance, c'était selon le ratio probable certain divisé par la somme totale de couples qui avait été observé sur le carré, donc possible, probable, certain. Et cet intervalle était modulé selon ce qu'on connaissait de l'espèce, la difficulté à être observée, mais aussi son domaine vital. Est-ce qu'il avait un domaine vital plus ou moins grand? Donc on s'attendait à des densités plus ou moins grandes.
Donc, ce qui nous permettait de sortir au final pour le livre une estimation d'un nombre de couples à l'échelle de la France avec un intervalle de confiance et des cartes de prédiction qui donnaient une densité estimée d'après le crigeage, d'après donc le lissage spatial. À partir de là, on est parti sur l'observatoire Rapace, donc pour estimer plutôt des tendances. L'idée, c'était de faire un effort, non pas flash, on va dire, mais plus soutenu dans le temps, plus long dans le temps, comme vous a présenté Hugo, donc en faisant avoir un tirage aléatoire de 5 carrés par département et d'en faire au moins un par département. L'idée, c'était d'aboutir à avoir une centaine de carrés et une bonne couverture sur la France par année. Donc, vous avez vu sur la carte à droite, vous avez le nombre de carrés qui ont été faits plusieurs fois, le nombre d'années de suivi. Certains carrés ont été intensément suivis, d'autres relativement peu. On a noté un certain essoufflement de l'effort. Dans les années 2016-2017, on avait une trentaine de carrés qui étaient faits par an. Depuis, ça a remonté légèrement. Donc, ça nous pousse à continuer les analyses. Et devant cette masse de données qui était vraiment quasiment unique au monde, on ne connaît pas trop de suivi similaire dans le monde. Donc, au départ, on avait utilisé des analyses la même que l'enquête, donc à base de crigeage. Mais rapidement, devant le peu de carrés qui a été fait par an, on manquait très rapidement de puissance. Donc, on a eu l'idée de développer des nouvelles méthodes et de prendre un étudiant en thèse, donc Kevin Lerès, qui travaille actuellement à l'Office français de la biodiversité. Donc, cette thèse était 2010-2013, avec utiliser les données évidemment de l'enquête Rapace, mais aussi de l'observatoire. Et l'idée, c'était de prendre en compte des informations extérieures pour améliorer les prédictions et la robustesse. Donc, on prend notamment les habitats, caractériser les habitats dans les carrés pour améliorer les prédictions, d'utiliser des méthodes statistiques qui étaient plus robustes et qui permettaient notamment de déterminer d'une manière plus formelle des intervalles de prédiction pour obtenir une fourchette qui nous donnait une idée de la qualité de la prédiction, et aussi d'utiliser directement des outils qui permettaient de calculer une tendance intégrée dans le modèle. Donc, le travail de Kevin a été très fructueux, a pu produire, le diaporama est passé assez vite, a pu produire 4 articles scientifiques. Donc, c'était très, très robuste scientifiquement. Donc, l'idée, c'était notamment d'utiliser des variables externes pour asseoir les prédictions, outre les données d'observation. Donc, on a utilisé 2 grands types de variables. Vous avez les variables climatiques issues d'une base de données qui s'appelle WorkClim, qui sont disponibles à l'échelle nationale, mais aussi internationale, qui permet de donner 19 variables, comme la température maximum, minimum, moyenne, la pluviométrie, le nombre de jours de gel et ainsi de suite. Et deuxième type de variable, vous avez l'occupation du sol, donc qui est donnée par Corinne Landcover, qui donne les principaux habitats par pixel de 250 mètres. Et donc là, on a 9 variables que l'on a regroupées. Il y a plus de variables, je crois que c'est une 25 variables pour Corinne Landcover, mais qu'on a regroupées en variables écologiquement pertinentes, les milieux forestiers, les milieux agricoles intensifs, et ainsi de suite, les milieux humides. Donc ensuite, on a synthétisé ces 2 grands groupes de données sur ce qu'on appelle des ACP, donc des variables synthétiques qui permettent d'éviter les corrélations et qui peut être plus facilement implémentées dans des modèles. Donc, ce qui nous permet de caractériser en fait l'environnement sur chaque carré. Ensuite, on est parti sur une modélisation statistique. Donc, une première phase était de déterminer quelles étaient les variables pertinentes pour chaque espèce, en prenant en compte l'autocorrélation spatiale. Donc, je vous passe le détail, mais c'est une méthode qui a été développée donc, par Kevin lors de sa thèse, en se basant sur le jeu de données le plus fourni, c'est-à-dire sur les données 2000-2002. Et ensuite, une fois qu'on avait déterminé pour chaque espèce quelles étaient les variables externes, donc habitat et climatique qui jouaient, on implémentait ça dans un modèle spatialement explicite qui permettait de prédire le nombre de couples à l'échelle de la France entière pour une année donnée avec les données de l'observatoire. Donc l'année 2004, 2005, 2007 et ainsi de suite. Il y avait plusieurs itérations pour calculer l'intervalle de confiance, c'est-à-dire le modèle était répété 1000 fois afin d'estimer un intervalle de confiance.
Et dans ces modèles étaient intégrés les années pour voir les tendances linéaires. Est-ce que la population augmente ou diminue ou est relativement stable? Calculer donc des taux de croissance avec comme année de référence l'année 2000. Donc pour synthétiser, le modèle de base qui intègre les habitats est établi sur les données les plus puissantes, donc les plus volumineuses sur les années 2000-2002, puis est réutilisé avec les données d'une année spécifique de l'observatoire, le 2007 par exemple, 2010, 2015. Et donc on fait cette hypothèse qui est assez forte que les relations avec les habitats que l'on a caractérisées en 2000-2002 ne changent pas d'une année à l'autre. Si par exemple vous avez une espèce qui va fréquenter des habitats de plus en plus forestiers ou de plus en plus ouverts, admettons, et qu'il y a des changements sur sa sélection d'habitat entre 2000 et 2020, eh bien, on fait possiblement des erreurs. Donc, c'est une hypothèse assez forte qui est liée à des moyens de calcul. Tout simplement, on n'a pas la capacité de faire tourner nos modèles chaque année, de réestimer les relations entre les densités observées et les habitats. C'est très coûteux et on n'a tout simplement pas de données. Il faut, admettons, plus de 500, 1000 données pour le faire. Or, chaque année, on a une centaine de carrés au mieux. Donc, on perd vraiment en robustesse. Donc, voilà, on est parti là-dessus. Mais ça pourrait être une piste aussi à suivre. On pourrait se dire, bah, OK, ce qui se passait en 2000-2002, est-ce que c'est toujours valable? On peut poser cette question. Donc, en termes de sortie des modèles, comme l'a dit Hugo, on a trois types de sorties. Vous avez première sortie, c'est de calculer une taille de population à l'échelle de la France. Donc, pour les espèces les plus communes, vous avez ici un exemple pour l'année 2012 en nombre de couples territoriaux. On a donc une moyenne, on va dire, c'est-à-dire le chiffre le plus probable. Par exemple, pour la buse, vous avez environ 160 000 couples en France. L'estimation porte là-dessus, avec un intervalle de confiance à 95%. Donc, on estime que cette fourchette va de 149 000 à 170 000. Et donc, on peut le faire pour les espèces les plus communes. Pour les espèces moins communes, donc qui sont plus compliquées à détecter ou qui sont sur des espaces géographiques plus restreints, le modèle est beaucoup moins robuste. Donc, on ne peut pas forcément se risquer à sortir une estimation fiable. Et puis, de surcroît, vous avez des réseaux d'observateurs plus locaux, plus spécifiques, qui comptent quasiment du systématique. Je pense par exemple au faucon pèlerin ou le glais de Bonelli, les vautours. Donc, on a une meilleure estimation que de faire tourner des modèles qui peuvent être un peu plus, qui font des hypothèses assez fortes. Pardon. Deuxième type de sortie, on est capable de calculer une tendance, donc un taux d'accroissement, c'est-à-dire est-ce que la population augmente, diminue ou se stabilise, et ce pour chaque espèce. Vous avez ici les chiffres, donc le point vert, c'est la moyenne estimée. Si c'est au-dessus donc de la tendance, si c'est au-dessus de la ligne 1, vous avez une augmentation de la population. Si c'est en dessous, vous avez une diminution de la population. Et si l'intervalle de confiance comprend la ligne ici en noir 1, la tendance n'est pas significative. C'est-à-dire qu'on n'est pas sûr qu'elle se démarque de 1, c'est-à-dire une augmentation ou une diminution. On dit plutôt qu'elle est plutôt stable. Vous avez des espèces donc, qui sont plutôt en augmentation, comme par exemple le faucon obro ou le cirquet Jean Leblanc. D'autres espèces qui sont en diminution, comme le faucon cresserelle. C'est pour les données de 2012. Donc, on est capable en prenant comme référence l'année 2000, donc la population de l'enquête rapace, on est capable de dire si une population augmente ou diminue avec les données de l'observatoire rapace. Enfin, troisième sortie, c'est de calculer des tendances annuelles, donc année par année. Bon, là, on est capable de sortir, donc la même chose, une taille d'effectif par rapport à l'année 2000. On prend comme indice de référence l'année 2000, la valeur 1, et on regarde l'augmentation, donc en pourcentage. Ici, vous avez 1,2, ben, ça correspond à 20% d'augmentation, et un intervalle de confiance année par année. Donc, on voit ici, par exemple, pour la buse variable, dans les années 2004-2006, on a une tendance apparente, je dis bien apparente, parce qu'on ne corrige pas par les détectabilités, les biais d'observateurs, mais a priori, les données indiquent qu'il y a une certaine
augmentation apparente de la buse variable, ça peut être un effort, par exemple, de prospection qui est supérieur ou une meilleure connaissance aussi des zones où l'espèce se reproduit. Et une tendance légère ensuite à la diminution, donc apparente toujours, dans les années 2010. C'est probablement lié là au nombre de carrés qui était relativement faible, donc on manque de puissance. Bref, en tout cas, c'est des chiffres très utiles qui nous permettent d'interpréter un peu plus finement les tendances que l'on observe année par année. Enfin, dernier type de sortie, celle-là les plus graphiques, c'est de sortir donc des cartes de distribution, donc des densités moyennes sur des carrés de 25 km². On donne donc une abondance relative, on est capable de dire où est-ce qu'il y en a plus, où est-ce qu'il y en a moins, à l'échelle de la France, et de sortir aussi une carte de la précision de l'estimation. C'est le type de carte que vous avez à droite. On voit qu'il y a des zones, par exemple, quand c'est plus orange, ici, la précision est plus faible. Il y a une plus grande incertitude. L'imprécision est plus faible. Donc voilà les grands types de sorties, plus généralement le style d'analyse que l'on fait. Donc merci à surtout tous les participants, toutes les personnes impliquées dans ce projet qui est quasiment unique au monde. Il n'y a pas beaucoup de pays qui ont mis en place, et depuis 2000, un réseau de suivi comme ça sur les rapaces diurnes. C'est quasiment unique au monde. On trouve pas, à cette échelle-là, on ne trouve quasiment pas de suivi similaire. Donc, je voudrais vraiment remercier au nom de toute l'équipe, sincèrement, tous les bénévoles, tous les participants qui, chaque année, se mobilisent sur le terrain pour compter nos bêtes à plumes. Donc voilà, merci. Je répondrai volontiers à une ou deux questions ou un peu plus tard si vous le voulez. Merci David. Oui, il y a des questions. Notamment une pour accroître le nombre d'observateurs. Pourquoi ne pas choisir les carrés où habitent les volontaires? Oui, c'est une bonne question. En fait, il faut laisser faire un petit peu le hasard parce qu'on se rend compte au fur et à mesure, quand on donne les choix avec les 5 carrés par département, ben, on a tendance, les observateurs, ils ont le choix, en fait, les observateurs de terrain vont faire les carrés qu'ils connaissent. Donc, si vous comptez, ben, vous savez exactement les couples de bus, par exemple, près de chez vous, on va aboutir à une surestimation. On va aller dans les endroits que l'on connaît mieux, on va se faire plaisir, on sait qu'il y a du rapace, donc on va y aller et on va compter plus facilement parce que telle espèce, l'autour, l'épervier, la buse, le cresserelle, on sait qu'il y a des cantonnements, donc on va aller directement à cet endroit-là. Donc on aura tendance en fait à surestimer. Et là-dessus, ça va jouer directement sur l'estimation nationale. On va avoir tendance à surestimer les populations nationales et donc à moins détecter des tendances, par exemple, négatives. On aura une estimation biaisée, faussement réaliste de ce qui se passe. Donc l'idée, c'est de laisser faire le hasard dans la mesure du possible. Et je suis bien conscient de l'autre côté que les observateurs, parcourir le département pour aller faire un carré à l'autre bout, il n'y a jamais personne et on va avoir très peu de choses, ce n'est pas très motivant. Mais de l'autre côté, si on veut estimer d'une manière fiable, du moins le plus fiable possible, les populations de rapaces et les tendances, il faut laisser faire le hasard et il faut éviter de se focaliser sur les choses que l'on connaît le mieux, où on sait qu'il y a des oiseaux, et se focaliser chaque année, repartir quasiment de zéro, ce qui nous permet d'avoir des estimations les plus fiables possibles. Ok, merci. Et puis une autre question très rapide. En fait, donc c'est le lien cuirassier et Benoît Asmer qui évoque le biais de détection pour certaines espèces, notamment le circaète, l'épervier, l'autour. Quels sont les impacts sur les analyses?
Bien, ça joue sur l'incertitude, en fait, autour des estimations. Plus vous avez des données, plus l'estimation va être fiable et l'intervalle de confiance autour va diminuer. Si vous avez très peu de carrés avec très peu de données, si en plus les carrés sont dans des milieux plutôt ouverts, donc qui concernent moins les rapaces forestiers comme l'épervier, l'autour ou la bondrée, vous allez avoir beaucoup moins de puissance parce que, par exemple, si vous avez 50 carrés qui sont faits par an, mais il n'y en a que, admettons, 5 ou 10 où il y a de l'autour, vous allez avoir en fait votre estimation nationale va être basée sur 5 ou 10 carrés. Donc là-dessus, c'est pas évident de détecter des tendances. Donc, sur des rapaces relativement discrets, qui plus est à faible densité, bon, je sais qu'on peut grimper sur des fortes densités comme pour l'autour, mais c'est quand même relativement discret. C'est directement lié en fait au nombre de carrés qui sont faits. On estime qu'on est relativement confortable avec une cinquantaine de carrés effectués. Pour l'autour, par exemple, ça veut dire une centaine de carrés au total à l'échelle de la France. Et effectivement, c'est des espèces qui nécessitent une stratégie de recherche de terrain assez spécifique, rechercher les aires en hiver, repasser une période quand les coupes s'installent. Ils sont assez sensibles au dérangement, donc on ne peut pas y revenir tout le temps. Donc c'est vrai que ça demande un investissement spécifique. Ils sont très peu détectables lorsqu'on fait des points d'observation. Hormis tomber sur un couple en parade, et encore parfois ça ne veut pas dire grand chose si ce n'est pas confirmé derrière. Donc effectivement, et c'est tout l'enjeu aussi de ce suivi, c'est d'adapter le protocole. C'est pour ça aussi qu'on l'a laissé relativement lâche, assez libre, pour coller vraiment spécifiquement à chaque spécificité d'espèce. Mais aux particularités biologiques, mais aussi au terrain. Quand on recherche de l'autour en milieu montagnard ou en milieu alpin, ce n'est pas du tout la même chose. Donc voilà. Et là, justement, ce réseau, l'Observatoire APAS peut être très complémentaire de données de suivi plus locaux qui sont faits sur quelques zones où les observateurs connaissent bien leur forêt, mais sont sur des zones plus spécifiques, donc beaucoup moins étendues. On ne peut pas avoir une idée de la répartition ou une estimation nationale. Par contre, on peut avoir une tendance sur une petite zone. Donc, les suivis sont très complémentaires, en fait. De faire des suivis plutôt aléatoires à l'échelle nationale et des suivis de tendance sur quelques zones très spécifiques pour des espèces qui sont très discrètes, par exemple, comme l'autour.